La semaine dernière, nous avons vu ensemble les 12 questions, les 12 situations qui peuvent s'amener à nous lors des entretiens cliniques. Et bien aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 12 dernières questions, les 12 dernières situations qui peuvent s'amener à nous lors d'un entretien clinique avec un patient. Alors c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire si mon patient dit du mal de mes collègues ? Eh bien, écoutez-le, ne vous braquez surtout pas. C'est important parce que justement, quand il vous dit ça, quand il se confie à vous pour vous dire ça, eh bien, il vient tout simplement parler de sa problématique. Et c'est important que vous puissiez cerner ce que ce ou cette collègue vient rejouer chez lui. Je vous invite justement à être très prudent, très vigilant, parce que parfois les patients peuvent nous amener justement dans cette dynamique, c'est-à-dire à recréer un clivage au sein de l'équipe. Donc c'est vraiment très important que vous puissiez prendre du recul et c'est aussi important que vous puissiez en parler lors des réunions. Au niveau de la prise de notes, comment je peux faire pour pas trop que ce soit une barrière vis-à-vis du patient ? Alors il y a différentes manières de prendre des notes. Soit on n'en prend pas du tout, soit on en prend à la fin de l'entretien, soit on en prend pendant l'entretien. C'est vraiment très important de pouvoir justement être en accord avec sa prise de notes parce que si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise par exemple de prendre des notes pendant la séance, eh bien en fait ça va se ressentir. Votre patient risque probablement de le ressentir. Faites-le à la fin de l'entretien plutôt, même si vous avez l'impression que vous perdez certains éléments, c'est pas très grave. Ce qui est important de toute façon, c'est ce que vous allez retenir. Donc voilà, c'est important que vous puissiez être bien en lien, bien en phase avec ce qui vous met dans le confort. Moi, par exemple, j'écris pendant les séances, ça ne me pose pas du tout de problème, au contraire, je vais pas tout écrire. Parfois, d'ailleurs, je vais complètement oublier d'écrire, mais c'est aussi ça qui est important. Donc vraiment, laissez-vous aller à ce qui vous semble le plus important. Et puis, c'est aussi important de pouvoir, moi je trouve, échanger pendant la prise de notes, mais c'est aussi intéressant de pouvoir garder ces temps de silence pendant que vous prenez des notes, parce que ça permet aux patients justement de pouvoir aussi réfléchir, de voir ce qui vient, etc., etc. Et s'il y a un risque de passage à l'acte avec mon patient, je fais quoi ? Alors c'est vrai que ça c'est une question qui est assez présente, qu'on se pose assez régulièrement. Alors la première chose qui est vraiment essentielle, c'est d'évaluer le risque. Prenez en compte évidemment les antécédents de votre patient, son histoire, sa pathologie, prenez en compte s'il est plutôt impulsif, s'il est isolé, prenez aussi en compte s'il y a un scénario, etc. Ensuite, vous pouvez tout à fait dire que vous êtes inquiet ou inquiète pour lui. C'est important parce que ça vient aussi matérialiser tout simplement l'inquiétude et aussi l'importance de ce qu'il est en train de dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui dire. Et puis ça vous permet justement d'échanger aussi à ce sujet pour pouvoir un petit peu savoir vraiment et évaluer davantage le risque. Ensuite, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est parler d'une prise en charge. Alors soit avec un psychiatre, soit avec une hospitalisation tout simplement. Donc ça lui permet aussi de savoir qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a une possibilité d'être pris en charge si vraiment, voilà, ça va pas du tout quoi. Ensuite, vous pouvez tout à fait dire que si jamais ça va pas, etc., vous êtes là, qui peut tout à fait vous contacter. Ça peut aussi le rassurer en fait, tout simplement. Et enfin, si vraiment vous sentez qu'il y a vraiment un risque majeur, mais ne me laissez pas partir. Dites-lui, je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser partir parce que là, je considère qu'il y a un risque assez important pour vous. Donc moi, je pense qu'il est important qu'on appelle les pompiers ou qu'on vous fasse hospitaliser ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je vous conseille de ne pas le laisser partir. On peut s'attacher à un patient. Alors oui, ça arrive, mais tout dépend de la teneur de l'attachement. Pour résumer, en gros, on va dire qu'il y a à peu près deux types d'attachement. Le premier où il y a un attachement qui est lié à la séduction, à des sentiments amoureux, etc. Et le deuxième qui est lié justement à des difficultés de se séparer. Dans tous les cas, je vous invite vivement à contacter votre superviseur et à en parler avec lui. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça va vous amener justement à davantage prendre conscience de ce qui se passe, de le mettre en lien, en perspective avec la problématique de votre patient, mais aussi la vôtre, et de pouvoir identifier ce qui se passe, les identifications qu'il y a, les liens transféro-contre-transférentiels, et ainsi de suite, et essayer de pouvoir démêler un peu tout ça. Et puis, à un moment donné, si vous sentez que de toute façon, le travail thérapeutique ne peut plus se faire, eh bien, il va y avoir justement la question de l'arrêt de la thérapie. Et pour la question de la séparation, justement, de travailler aussi autour de cette difficulté de se séparer. Et donc, de pouvoir entamer un processus de séparation. Comment je fais si je suis mal à l'aise face à un patient ? Alors, il est vraiment important d'essayer justement de comprendre pourquoi ce patient vous met mal à l'aise.
Évidemment, ça vient parler de sa problématique, mais c'est important justement de bien le cerner. Vous pouvez tout à fait en parler en supervision. C'est vraiment important parce que ça va vous permettre justement de vous détacher. Ensuite, si vraiment vous vous sentez mal à l'aise, redirigez votre patient tout simplement. Dites-lui que vous pensez que ça va être compliqué de maintenir une thérapie ensemble parce que vous pensez que ce que vous proposez n'est pas tout à fait adapté et que vous le renvoyez vers quelqu'un d'autre, sans problème. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de me sentir extrêmement mal à l'aise vis-à-vis d'un patient, si bien qu'à la fin de la première séance, je me suis dit je ne peux pas reprendre ce patient, ça n'est pas possible. Et je l'ai redirigé vers quelqu'un. Alors oui, c'est un peu compliqué parfois, mais c'est préférable tout simplement pour pouvoir lui apporter une aide, un accompagnement, la thérapie qui lui convient tout simplement, et aussi pour pouvoir mieux travailler. Travailler dans l'inconfort, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est difficile d'avoir des patients qui ont des antécédents compliqués? Bien sûr, oui, parfois on a des patients qui ont des histoires traumatiques, violentes, etc. Et c'est pas toujours évident. Parfois, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on peut aussi s'identifier et ça devient parfois un peu complexe. Alors j'insiste un peu là-dessus, mais c'est important d'avoir une supervision justement pour pouvoir parfois se détacher, se décoller de choses que l'on nous projette, que nos patients peuvent nous projeter, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais parfois c'est pas toujours évident de le recevoir et donc c'est important de toujours maintenir cette distance pour pouvoir rester dans ce travail thérapeutique et de pouvoir parfois ne pas trop se laisser embarquer justement par toutes ces projections. Est-ce que je peux accueillir mes patients avec une boisson? Alors, tout dépend de votre cadre. Moi, par exemple, j'ai mis à disposition de l'eau. Mais certains psys proposent même des thés, des cafés, etc. Bon, ça va dépendre de leur cadre. D'autres psys ne proposent rien. Donc, chacun fait comme il veut, mais vraiment pensez le cadre que vous instaurez dans votre cabinet, dans votre bureau, et aussi que ce soit en lien forcément avec votre cadre interne. Mais rien n'est impossible. Toujours, toujours pensez les choses. Quel est le sens que vous y mettez derrière? Ça va aussi dépendre de l'institution tout simplement dans laquelle vous êtes. Ça aussi, ça à prendre en compte. Et si le patient nous pose des questions personnelles? Alors ça, c'est sujet à beaucoup de débats. À nouveau, tout dépend de votre cadre et de l'intention de votre patient aussi. Réfléchissez toujours justement à la question qui est posée et à la réponse que vous allez apporter. Quel est le sens qu'il y a derrière? Vous pouvez évidemment répondre à sa question, encore une fois ça va dépendre de votre cadre, plein de psy répondent à des questions personnelles, mais par contre réfléchissez justement à la question de l'intime et à la question aussi de la séduction. Là je vous renvoie encore une fois à votre cadre interne et à la dynamique du patient. Parfois, le fait de répondre à des questions personnelles, ça vient justement renforcer cette alliance thérapeutique, cette confiance. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous ressentez et de la dynamique donc de votre patient ainsi que de votre cadre. Comment est-ce que je peux gérer la violence physique lors d'un entretien avec un patient? Alors, premièrement, rappelez les règles. Évidemment, les sanctions associées. Attention justement à contenir et à ne pas être dans la réaction. Vous pouvez tout à fait reformuler justement ce que votre patient est en train de dire. À dire par exemple, écoutez, j'ai l'impression que ça vous met très en colère. Vous pouvez très bien lui dire, j'entends bien ce que vous dites, écoutez, on peut en parler, je vous écoute. Ça permet justement de remettre un petit peu de distance sur la pulsionalité, sur le côté brut justement qui nous amène. Après, s'il y a violence physique, et bien là à nouveau ça va dépendre de votre cadre et de la dynamique du patient. Puis ça va aussi dépendre du cadre dans lequel vous êtes. Par exemple, lorsque je travaillais en institution, notamment au CATTP, on avait un atelier de médiation de théâtre justement avec les enfants et un jour un enfant a été extrêmement violent avec moi. Ça arrive, donc il a été puni, il s'est ensuite excusé et ensuite je l'ai repris en entretien pour qu'on puisse échanger à ce sujet pour essayer justement de mettre des mots sur cette violence qu'il y a eu tout en rappelant évidemment les règles. Et du coup, à la fin de la prise en charge, comment est-ce que je peux gérer cette question de séparation? Alors, ça dépend. Si par exemple vous avez déjà déterminé avec votre patient un nombre de séances, du coup il est déjà au courant de la fin. Si par exemple vous faites de temps en temps des séances entre guillemets bilan, et bien là ça vous permet justement d'échanger avec votre patient, de faire un petit peu tout simplement le bilan, de voir justement comment il se sent, s'il sent qu'il a bien évolué, s'il sent que voilà il a envie d'espacer, etc. Là il pourra tout à fait vous en parler. Vous pouvez donc également lui proposer d'espacer les séances. Personnellement c'est ce que je propose. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on entame la thérapie et puis on n'a pas forcément de séance déterminée et au bout d'un moment on en parle justement de l'évolution, de comment ils se sentent, etc. Puis à un moment donné, quand je sens que c'est le moment, je lui en parle. Alors soit ils me disent ah bah oui, je pense que c'est bien d'espacer, soit ils me disent non, je préfère rester là. Et donc moi je me cale en fonction du rythme et puis si je sens justement qu'il y a des moments, la question de la séparation est compliquée, voilà, je l'évoque. Donc ça peut tout à fait être une possibilité. Comment réorienter la prise en charge si justement ce que je propose ça convient pas au patient? Dites-lui tout simplement, écoutez, j'ai l'impression que ce que je vous propose, ça vous convient pas trop, ou bien j'ai l'impression qu'on n'avance pas ou plus, peut-être qu'une autre prise en charge peut être intéressante pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous permet justement tout simplement déjà, un, de matérialiser éventuellement ce que vous ressentez, peut-être aussi votre patient, et deux, ça vous permet à nouveau d'échanger justement et de relancer parfois la dynamique en fait. Et du coup, finir l'entretien, je fais comment? Comment finir l'entretien? Tout simplement, ça va dépendre à nouveau de vous. Faites-vous confiance. Et vous pouvez très bien reprendre ce qui a été dit, reprendre la demande, faire des propositions aussi sur ce que vous avez compris, sur ce que vous lui proposez, etc. Vous pouvez faire un résumé de tout ça et justement attendre de voir ce qu'il en pense, tout simplement, s'il est d'accord ou pas avec ce que vous avez dit, avec ce que vous proposez. Faites comme vous le sentez en fait. Vraiment, n'hésitez pas et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Alors j'ai beaucoup de demandes concernant justement la dynamique transféro contre transférentiel. Très clairement, dans cette vidéo, j'ai pas du tout eu le temps d'en parler. Mais du coup, comme j'ai eu beaucoup de demandes, je me disais peut-être que ça peut vous intéresser. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. La semaine prochaine, je vous propose une vidéo qui traitera du syndrome de l'imposteur, puisque c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc elle sort la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je propose différents sondages et je propose différentes questions où on peut échanger ensemble, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous retrouve très vite. Ciao ciao.